Avant d'inonder la section des commentaires à ce sujet, je sais qu'il y a assez de place à l'endroit où je vais me stationner pour atterrir un petit avion, mais ça n'a pas d'importance. Cette vidéo concerne les vérifications et elles sont pareilles peu importe la largeur de l'endroit. La première chose qu'on doit faire après avoir choisi notre place, c'est de mettre le clignotant vers le côté où on veut stationner. Et on doit le faire avant de s'être arrêté et non après. Et ce, pour deux raisons principales. Un, pour indiquer à la personne derrière que nous sommes sur le point de ralentir. Et deux, pour qu'elle comprenne qu'on veut stationner. Si elle voit qu'on met notre clignotant en approchant d'une place de stationnement disponible, elle va comprendre, espérons-le, qu'on veut stationner, alors elle devrait nous laisser suffisamment de place pour le faire. Si on ne met pas le clignotant ou on le met seulement après avoir arrêté, elle pourrait trop nous coller derrière. Et dans des rues avec beaucoup de circulation, ça veut dire qu'elle ne pourra pas nous contourner, donc on ne pourra pas reculer. Maintenant, dans cet exemple, je suis dans une rue à deux sens séparée par une ligne continue. On ne peut pas franchir une ligne continue pour dépasser un véhicule qui est sur le point de stationner en parallèle, même si on voit les gens le faire régulièrement. On peut le faire pour dépasser un véhicule qui est arrêté de façon temporaire, mais si c'est quelqu'un qui stationne, on doit attendre. Portez attention à ça à l'examen, les élèves ont parfois tendance à trop se fier sur ce que fait le véhicule en avant. Maintenant, avant de reculer, on doit vérifier tout autour du véhicule. Vu qu'on stationne à droite dans ce cas, on fait d'abord les vérifications à gauche, miroir central, rétroviseur gauche et angle mort. Et pourquoi à gauche? Parce que l'avant du véhicule va pointer vers la gauche. Donc s'il y a des véhicules qui arrivent, ils pourraient me frapper, dépendamment de la largeur des voies. Dans une rue à double sens comme celle-ci, il pourrait s'agir d'un véhicule qui essaie de me dépasser ou d'un véhicule venant de la direction opposée. C'est pourquoi on doit vérifier partout autour du véhicule, y compris à l'avant. Dans une rue à sens unique, il pourrait s'agir d'un véhicule sur une voie adjacente à la mienne. Maintenant, une chose que les élèves font beaucoup est qu'après avoir reculé et qu'ils sont dans la position à 45 degrés, l'étape juste avant de redresser le véhicule, ils vérifient encore trop le côté gauche inutilement. Ce sur quoi on doit se concentrer surtout maintenant, c'est le côté droit et derrière. On a vérifié le côté gauche à la manœuvre précédente, vu que le devant du véhicule pointait en direction de la circulation, mais à l'étape suivante, le devant du véhicule va pointer vers le trottoir. On se concentre donc sur la droite et derrière, en jetant un coup d'œil à gauche de temps en temps si nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on doit regarder dans les miroirs en reculant ou tourner la tête et regarder derrière? Un mélange des deux en fonction de la situation. Dans les véhicules plus petits, je préfère regarder en arrière car j'ai un angle de vision plus large, donc je peux voir quelqu'un ou quelque chose quand il s'approche du véhicule, ce qui me laisse suffisamment de temps pour réagir. Par contre, on doit bien avancer notre corps pour ça. Si on garde la tête trop près de l'appui-tête, ce qui est une erreur que les élèves commettent fréquemment, on ne verra pas grand-chose du côté droit. Dans les véhicules plus grands où on ne peut pas voir beaucoup des deux côtés en même temps, ou à cause de la largeur du cadre, on peut utiliser davantage les rétroviseurs et alterner entre les rétroviseurs et regarder derrière. Dans le cas où vous êtes trop petit ou que vous ne pouvez pas tourner la tête ou le corps pour une raison quelconque, utilisez les rétroviseurs. Je préfère utiliser les rétroviseurs quand je sais déjà que je suis proche de quelque chose, comme quand je stationne à 90 degrés par exemple, je peux mieux juger les distances de cette façon. Une autre question qu'on me pose souvent, dois-je mettre mes feux de détresse quand je me stationne? Personnellement, je ne le recommande pas. Les feux de détresse sont pour ce que le nom indique, les urgences. Si on les met, les gens pourraient penser qu'on veut seulement s'arrêter et pas nécessairement se stationner. Donc, ils pourraient passer plus près de nous que s'ils savaient qu'on veut se stationner, car ils pourraient penser que l'on va garder la voiture droite. S'ils savent qu'on veut stationner, ils vont garder à l'esprit que le devant du véhicule va pointer vers la gauche, donc ils devraient nous laisser plus de place quand ils vont nous dépasser. De plus, dans la plupart des véhicules, les feux de détresse et les clignotants partagent les mêmes lumières, donc si on met notre clignotant pendant que les lumières de détresse sont déjà allumées, les gens ne le verront pas. Maintenant, comment savoir quand on est à la bonne distance entre le véhicule de derrière et celui de devant? Ça dépend de plusieurs variables, puisque les véhicules sont de hauteur et de forme différentes. Par exemple, si je stationne devant un véhicule de la même taille que le mien, avec cette distance entre les deux véhicules, quand je regarde en arrière, je vois encore les rétroviseurs de la voiture derrière. Si je stationne devant un véhicule plus petit que le mien, avec la même distance, quand je regarde derrière, je ne vois plus les rétroviseurs. Si je stationne devant un véhicule plus grand que le mien, je vois encore la moitié des feux avant. Ça dépend donc beaucoup de la taille des véhicules qui sont devant et derrière nous à l'endroit où on se stationne. Il y a quelques trucs qu'on peut utiliser par contre, je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. Et finalement, avant de quitter la voiture, on doit s'assurer de vérifier les miroirs et l'angle mort avant d'ouvrir la porte, et ce pour plusieurs raisons, mais surtout pour les cyclistes. Il y a 3 choses principales qui peuvent arriver si on ouvre notre porte sur un cycliste. D'abord, si le cycliste est plus petit, il peut frapper la porte,
tomber derrière la porte et se blesser. Pas agréable, bien sûr, mais c'est pas le pire qui puisse arriver. Ensuite, s'ils sont plus grands, ils peuvent revoler par-dessus la porte. Encore une fois, pas agréable, mais c'est toujours pas le pire qui puisse arriver. La pire chose qui peut arriver, c'est qu'ils frappent la porte, revolent au milieu de la rue et se fassent écraser par un véhicule. C'est dans cette situation-là que les décès se produisent généralement. On doit donc s'assurer de toujours vérifier les rétroviseurs et l'angle mort avant d'ouvrir la porte, et on doit faire particulièrement attention quand on l'ouvre à côté d'une piste cyclable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!